Michel Audin, je vous trouve ici au Salon Prime-Vert à Lyon, Salon de l'écologie. Alors vous allez y intervenir, vous, en tant que médecin, sur les questions liées à l'accouchement. Alors on ne le sait peut-être pas, mais dans l'histoire de la médecine en France, vous avez été quelque part un petit peu pionnier du côté de Pithiviers pour bien retrouver un petit peu ce qui a été avant l'ère néolithique, donc avant plusieurs dizaines de milliers d'années, véritablement la naissance et les rapports entre la maman et le bébé. Oui, vous me présentez comme un médecin qui va parler de l'accouchement. En réalité, je préfère quelquefois me présenter comme un étudiant en nature humaine, qui bien sûr a appris beaucoup de son activité médicale. J'ai été impliqué dans environ 15 000 naissances, c'est une façon d'étudier la nature humaine, mais j'aime bien élargir un petit peu mes sujets, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui au Salon Prime-Vert, où je pose une question très très simple, étant donné que la médecine de reproduction aujourd'hui neutralise les lois de la sélection naturelle. Ça veut dire que une femme qui ne peut pas accoucher par elle-même, elle a le même nombre d'enfants en moyenne que celle qui peut accoucher facilement grâce à la césarienne, etc. Eh bien, je vais poser une question toute simple. Pendant combien de temps l'humanité pourra-t-elle survivre à ce tournant dans notre histoire, ce tournant qui est la neutralisation des lois de la sélection naturelle. C'est nouveau, il y a 4 milliards d'années de la vie, et depuis 2 ou 3 décennies, on a observé ce tournant. Ça implique des questions. Mon propos, ça consiste à poser des questions. Alors, quand on lit un petit peu ce qui est sur Internet, vous concernant, bien sûr, on trouve tout de suite la naissance dans l'eau, des choses comme ça, le champ prénatal, mais on y reviendra. Mais vous, quand même, ce que vous avez initié, c'est finalement ce rapport très direct entre la femme et son bébé par le biais d'un allaitement immédiatement après l'accouchement. Oui, il est certain que dans beaucoup de biographies qui sont publiées, qu'on trouve ici et là dans la presse, dans les journaux, très souvent on met l'accent sur un article que j'ai publié dans Lancet, sans doute parce que c'est un journal prestigieux, sur l'utilisation des piscines d'accouchement, les bébés qui naissent dans l'eau, c'est ça, très souvent, on m'associe à cela. Pour moi, c'est un petit peu, disons, c'est important, ça soulève des questions sur la relation entre l'être humain et l'eau. Et je vais vous faire une toute petite confidence. C'est que mon prochain livre, qui est déjà dans les mains de mon éditeur britannique, s'appelle La naissance d'Homo, virgule, le chimpanzé marin. C'est-à-dire, je souligne que sur un plan physiologique, l'être humain a toutes les caractéristiques d'un primate adapté à la côte, avec une relation spéciale à la mer. Donc c'est souvent comme ça qu'on me présente d'abord. Mais personnellement, ce que j'aime mettre en avant, c'est que je suis l'auteur des premiers articles publiés vers 1977 et suggérant que dans l'espèce humaine, l'allaitement est censé commencer dans l'heure qui suit la naissance. C'était absolument nouveau de dire ça en 1977. On ne me croyait pas quand j'ai dit ça, que le bébé sait trouver le sein quand on ne dérange pas, que la mère qui est encore sur une autre planète est celle qui va faire. On ne me prenait pas au sérieux en 1977. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, par exemple, publie des recommandations et dit ouvertement que l'idéal, c'est que les bébés puissent trouver le sein dans l'heure qui suit la naissance. Mais il faut réaliser que ça ne se savait pas il y a 40 ans. Alors, dans cette dimension pionnière, il y avait peut-être un autre aspect. En 1900, dans les années 50-60, on accouchait peut-être encore pour certains à la maison, mais la plupart des personnes allaient à l'hôpital public. Et justement, vous, ce que vous vouliez, c'est que les femmes se sentent comme chez elles à l'hôpital public. Et donc vous avez introduit plusieurs méthodes. Par exemple, je crois qu'auparavant, elles venaient faire connaissance avec l'hôpital, avec les personnels, et puis on se mettait à chanter. C'est un exemple, c'est ça. Disons que je me suis retrouvé à la tête de la maternité d'un hôpital public à Pithiviers
en 1962, un peu par hasard. J'étais là pour m'occuper de ce service de chirurgie, mais il n'y avait personne qui était titulaire du poste pour la maternité. Donc c'est ainsi qu'en dehors de mon activité chirurgicale, je me suis de plus en plus intéressé aux effets de l'environnement sur la mise au monde des bébés. Et je me suis demandé quoi faire. À une époque où les femmes étaient poussées à mettre au monde leur bébé à l'hôpital, quoi faire pour qu'elles se sentent un peu plus comme à la maison lorsqu'elles viennent à l'hôpital. Donc c'est ainsi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain bien sûr, qu'on a mis sur pied, qu'on a établi des petites salles de naissance comme à la maison. Au début j'appelais ça des salles sauvages, on n'y trouvait rien qui ressemble à la médecine, il n'y a pas d'équipement médical. Et puis un autre aspect de ce qu'on a pu faire, et toujours avec le même type d'objectif, c'était d'inviter les femmes enceintes le mardi soir à se réunir autour du piano et chanter. Et venir chanter, c'est une excellente façon de connaître les lieux, de connaître les gens, de connaître les sages-femmes, connaître la femme de ménage, connaître la secrétaire, etc. Et sentir un peu chez soi comme les gens. En quelque sorte, j'ai cherché à adapter la naissance à l'hôpital, qui à ce moment-là devenait presque obligatoire, à adapter ça aux besoins des femmes enceintes, des femmes qui accouchent. Essayer d'amener la maison à l'hôpital en quelque sorte. Ultime question, quand on a votre âge, de toute façon on va le lire sur internet, donc vous avez dépassé 80 ans, et que donc... Largement, puisque je suis né en 1930, et qu'on a... 87 ans cette année. Alors c'est vous-même qui le dites, et qu'on a ce regard historique, est-ce que vous pouvez mettre en perspective, aujourd'hui, si on avait une question à se poser, comment se porte la médecine, comment se porte la naissance et la façon de faire naître? Tout dépend de la perspective qu'on prend. On peut être enthousiaste. Aujourd'hui, on dispose, en particulier, puisqu'on parle d'obstétrique, on dispose d'une merveilleuse intervention de sauvetage, qui est la césarienne. C'est devenu une intervention rapide, facile, qu'on fait une grande sécurité. J'ai fait mes premières césariennes dans les années 1950. On n'avait pas atteint le même degré de sécurité qu'aujourd'hui. Donc on peut être enthousiaste. On peut aussi être enthousiaste pour tous les aspects de la médecine de reproduction. Un couple stérile peut avoir des enfants, crâne, en fécondation médicalement assistée. On a des raisons d'enthousiasme dans l'immédiate. Mais lorsqu'on pense un peu, lorsqu'on élargit l'horizon, lorsqu'on pense à long terme, on est obligé de s'apercevoir que l'un des effets de la médecine de reproduction, c'est de neutraliser les lois de la sélection naturelle. Des lois qui sont aussi vieilles que la vie, 4 milliards d'années. Et c'est seulement là, depuis ces 2-3 dernières décennies, que le nombre de bébés par femme ne dépend pas de sa capacité d'accoucher, de même qu'elle ne descend pas tellement de sa fécondité. On a neutralisé les lois de la sélection naturelle. Donc ça pose des questions. On doit dire que théoriquement, ça signifie que l'avenir de l'espèce humaine est limité. On ne peut pas imaginer une survie extrêmement prolongée d'une espèce qui a neutralisé les lois de la sélection naturelle. Tout ce que je fais pour l'instant, c'est poser les questions.